Salut, c'est Guillaume Nicolas. Vous écoutez C'est le moment, le podcast qui fouille notre mémoire sériephile et qui sélectionne les moments qui nous ont marqués. Encore traumatisé par une mort, toujours anéanti par un adieu ou une fin prématurée, se marrer à nouveau d'une blague, en un mot, les moments qui nous ont marqués. Vous savez, quand on en parle, ça donne. Vous vous souvenez? C'est le moment où... If the apocalypse comes, beat me. I am the danger. You have to go back, kid. Winter is coming. Everybody lies. Come at the king, you best not miss. On ne peut pas tout voir, tout lire, tout écouter. Note pour moi-même, débuter par une lapalissade n'est peut-être pas la meilleure façon d'accrocher son audience. Pour donner une idée, en 2022, il y a eu 599 séries en langue anglaise produites toutes plateformes confondues. 599. Donc si vous rencontrez une personne qui prétend avoir vu toutes les séries en 2022, soit elle ment, soit elle a inventé une machine à remonter le temps, ou vit dans une boucle temporelle à la un jour sans fin. Et pas sûr qu'un remake du film avec un personnage principal qui passe son temps à binge-watcher tout ce qui passe soit une bonne idée. 599, c'est beaucoup de séries, trop diront certains. Et en effet, car autant d'œuvres, c'est un peu comme la répartition de la richesse dans le monde. 1% d'entre elles en possèdent plus de la moitié. Dans les séries, ça se traduit par exemple dans les derniers résultats des récompenses type Emmys ou Golden Globes, où 4 ou 5 séries raflent tout. Et on a du mal à voir un rapport hégémonique où elle serait tellement mieux que les autres, mais plutôt un phénomène où on n'aurait regardé que celle-là. 5 arbres qui cachent une forêt, où les plus confidentiels doivent lutter pour ne pas crever comme des malpropres. Ça crée un paysage pas vraiment uniforme et pas très sain pour différentes raisons. Car pour essayer de percer, certaines œuvres vont essayer de crier plus fort que les autres, mentir sur leur nature, se confondre en pratiques guère subtiles pour tenter de convaincre qu'elles existent et méritent d'être vues. C'est un peu la tinderisation de l'art sériel, où tout est une question de comment se vendre rapidement, plutôt que de dire qui on est vraiment. Cette offre pléthorique possède tout de même des vertus. Un peu comme la pub pour Apple au début de l'iPhone, s'il y a une app pour ça, il y a probablement une série pour vous. Et ce qu'on perd éventuellement en engouement commun, expérience partagée, sentiment d'appartenir à un mouvement, on le gagne en secret bien gardé. Cette série que personne ou presque ne connaît et qui pourtant est géniale, que tout le monde devrait voir, mais qu'en même temps, dès qu'elle passe dans la sphère grand public, on ne peut s'empêcher de sentir comme un sentiment d'arrachement. On veut en parler, dire son amour, mais avoir envie qu'elle reste confidentielle, connue par une poignée d'élus qui se reconnaissent par un petit signe simple ou une private joke. Et pas comme dans Le Mentaliste et son Tiger Tiger. On l'a tous fait, cette remarque du « non mais moi je la regardais quand personne connaissait hein. ». Oui, c'est une forme de snobisme. Les trésors sont destinés à être retrouvés et les richesses valent toujours mieux quand elles sont partagées. Comme cette série, diffusée sur FX à partir de juin 2011, probablement très connue des sériphiles, moins du grand public, mais qui ressemble tout de même pas mal à un trésor bien gardé. Une série un peu inclassable qui s'appelle Wilfred. C'est le moment où l'on se rend compte. That's how long you've been down in your basement playing a pointless game with your neighbor's dog and his, well, Bruce. 12 hours? This is who you are, mate. You have to tell her the truth. No. She loves me. That's why you have to let her go. No. You tricked me. You lied to me. There's nothing wrong with me. Saison 2, épisode 8. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de Wilfred, c'est un auto-remake d'une série australienne éponyme de Jason Gann, qui joue également le rôle titre. L'histoire est celle de Ryan, campé par Elijah Wood, qui après une tentative ratée de suicide, se met à voir le chien de sa voisine comme un homme déguisé en chien. Un peu comme dans la BD de Bill Watterson Calvin and Hobbes, mais en beaucoup moins mignon quand même. La série peut être d'une grande finesse dans sa peinture d'un être qui va mal, dans sa lecture de la dépression, et faire preuve d'un humour gras, potache et très souvent en dessous de la ceinture. Elle est finalement à l'image de l'être humain. Ambivalente,
capable de vous plonger dans des abîmes introspectives, mais aussi de sauter dans les flaques pour tout éclabousser. Un petit côté sale gosse insolent pour finalement vous cueillir quand vous vous y attendez le moins. Et c'est exactement la mécanique de ce moment. Cette saison 2 promet à Ryan des jours heureux. Il semble plus stable, a rencontré quelqu'un, lui a avoué qu'il l'aime et accueille avec joie le fait qu'elle va emménager avec lui. Pour Wilfred, qui peut avoir un côté jaloux égoïste, ce grand bouleversement paraît prématuré et de toute façon, il prophétise une grande catastrophe à venir. On sait bien que les animaux ont tendance à sentir ces choses-là. Mais difficile de prendre un chien qui parle au sérieux, surtout quand il a une tendance à la collapsologie facile entre deux joints. Toujours est-il que Ryan doit faire de la place et commence à ranger des affaires au sous-sol de sa maison quand un tremblement de terre survient. La secousse est suffisamment intense pour faire bouger les meubles et le voilà pris au piège sous une étagère. Comme quoi, même Stone a un animal sans ces choses-là. Et Wilfred restant un chien, impossible pour lui de débloquer Ryan. Bruce arrive en sauveur providentiel, enfin, pas vraiment, il est là à la demande du chien. Pour résumer, Bruce est une sorte d'ancien Ryan, la seule personne capable de voir Wilfred comme un homme en costume. Il reproche au chien de lui avoir gâché la vie et entretient depuis une sorte de relation antagoniste. Mais il arrive pour sauver Ryan. Enfin, pas tout à fait pour le sauver. Wilfred et lui ont organisé une sorte de jeu pour savoir s'il est vraiment prêt à vivre avec quelqu'un qui ne connaît pas la nature de sa relation avec ce chien anthropomorphe. Suit une succession d'épreuves plus improbables les unes que les autres pour récupérer une clé qui permettra d'ouvrir une mallette dans laquelle se trouve la vérité. Sorte de Fort Boyard avec des règles dignes du Camoulox ou du True American de New Girl. Rien n'a vraiment de sens et c'est le bordel pendant un bon moment. Ryan finit par remporter la partie quand, au jeu Action ou Vérité, il choisit la vérité. Et là, on commence à se souvenir de la citation en introduction « La vérité vous libérera, mais avant, elle vous rendra malheureuse ». C'est de James A. Garfield. Tant d'efforts pour amener le pauvre jeune homme à demander la vérité, ce n'est pas que l'on sent l'arnaque venir, mais on sait que quelque chose se trame. Et d'ailleurs, Wilfred nous prévient, à ce jeu, même quand on gagne, on perd. Il ouvre la mallette et on peut apercevoir un compteur. Premier réflexe, c'est une bombe, avant que Wilfred rappelle que le compteur monte, et de révéler à Ryan qu'il s'agit du temps qu'il a passé dans ce sous-sol, soit 12 heures. Voilà la vérité à propos de Ryan. Ok, il s'agit d'un long résumé, mais c'était nécessaire de bien présenter toutes les informations pour se rendre compte de ce qui va suivre et de tout ce que ça implique. Parce que jusque-là, on est dans un épisode classique de Wilfred. Ça part un peu dans tous les sens, c'est absurde, c'est drôle, mais aussi épuisant et un peu exaspérant de façon volontaire. C'est un peu comme une montagne russe, sauf qu'à la fin on a enlevé les rails, et c'est la chute libre. Ryan vient de passer 12 heures dans son sous-sol à jouer avec un chien imaginaire et Bruce. Et on ne peut pas faire comme si cette information n'existait pas. C'est en tout cas ce qu'essaie de faire comprendre Wilfred. Sauf que le jeune homme refuse les faits, accuse le chien de l'avoir manipulé. Il aime Amanda et souhaite vivre avec elle. Rien n'empêchera son emménagement. Ryan quitte le sous-sol et remonte dans sa maison. Le ton change. La musique se fait plus dramatique. Parce qu'on remarque en même temps que Ryan que le salon est absolument nickel. Qu'il n'y a jamais eu de tremblement de terre. Le jeune homme sort, regarde le quartier. Tout est normal. Tout est normal. Lui ne l'est pas. En quelques secondes, la saison vient de broyer les espérances de son personnage principal, démolit tout ce qu'elle avait construit positivement. Un moment de pur désespoir. Amanda arrive pour commencer son emménagement, mais Ryan doit non seulement lui faire demi-tour, mais aussi mettre un terme à leur relation. La série aurait pu jouer la carte de la colère, des grandes déclarations avec fracas, mais préfère laisser la jeune femme s'effondrer à côté de sa voiture alors qu'elle repartait avec son carton dans les mains. Elle est dévastée. Ryan l'observe de sa fenêtre, il ne va guère mieux. Nous, on est une flaque. Totalement fracassé par la puissance émotionnelle de la scène. Sur l'échelle de la dévastation, on est à un ça passera de Fleabag. Les vrais savent. C'est un grand moment de série parce qu'elle aborde une thématique complexe, les troubles mentaux, mais elle le fait en circonvolution inversée, allant de l'extérieur vers l'intérieur. Peu après la diffusion de l'épisode, le 18 août 2012, Iris Cavey écrivait pour le site Perdusa « On commence à s'intéresser à quelqu'un qui va mal, qui tente de se suicider. Et puis apparaît dans sa vie quelque chose qui lui redonne une sorte de foi, une sorte de bien-être. Mais attention, ce quelque chose est inexplicable, il ne se base sur rien de logique. Parfois, le personnage en a peur, mais pendant quelque temps, cette chose va améliorer sa vie, le pousser à faire des choses qu'il n'aurait jamais envisagées normalement.
lui apprendre à vivre. Le personnage va aimer ce quelque chose, mais quand il semblera avoir ce qu'il veut, celui-ci va lui rappeler qu'il ne peut pas l'avoir, parce qu'il n'est pas normal. Parfois, la bipolarité peut apporter beaucoup. Elle peut mener à des sommets créatifs, pousser au contact social, exalter, rendre heureux pour quelques jours. Mais pas pour toujours, parce qu'au final, c'est ça le plus tragique avec elle, le fait qu'elle laisse parfois les gens tranquilles, qu'elle leur laisse penser qu'ils peuvent prétendre à une vie normale, avant de tout leur reprendre et de les laisser seuls avec leur folie. Ici, Iris Cavé a parfaitement résumé la construction et les enjeux de la série, peut-être parce que ce n'est pas le résultat d'un regard extrospectif, mais une connaissance intime du sujet. A posteriori, avoir pu lire son avis, avoir son regard, a également changé ou plutôt amplifié la perception de ce moment. L'aspect émotionnel, c'était évident. C'est magnifiquement écrit et on est naturellement dévasté par l'histoire de Ryan et comment il doit renoncer à ce qui peut le rendre heureux. Mais la représentation des troubles mentaux a pu souffrir par le passé de facilité, raccourcis, voire d'importantes idées fausses. Ici, non seulement on a une représentation aussi juste que douloureuse, mais détachée d'un aspect clinique. Elle est quotidienne, intime, métaphorique aussi. Un traitement qui va davantage sur l'émotion que la pédagogie parce qu'elle fait confiance aux spectateurs et spectatrices pour comprendre les enjeux et les sous-entendus. Même si le témoignage d'Iris Cavé fut aussi important dans la réception et la compréhension totale de la séquence. La mémoire est parfois une mauvaise amie. Elle déforme ce qu'il s'est réellement passé. Quand il s'agit de choisir des moments, je me base forcément sur mes propres souvenirs et très souvent, je me souviens plus de l'émotion ressentie devant une séquence que la séquence elle-même. À savoir que j'aurais du mal à la raconter, mais aucun à expliquer ce que j'ai ressenti. Pour l'écriture de cet épisode, j'ai évidemment revu celui de Wilfred. Et je crois que pour une fois, ma mémoire de l'émotion n'était pas aussi exacte qu'elle avait comme amoindri l'impact. Peut-être parce que notre cerveau essaie parfois de nous préserver des moments douloureux, peut-être aussi parce qu'entre-temps on vit des choses, on fait l'expérience de trucs qui viennent compléter, nourrir, apporter une autre consistance à la séquence, un autre point de vue. Les œuvres d'art sont des matières vivantes. Si elles se figent au moment de leur diffusion au monde, elles vivent dans la réception du public. Elles sont mouvantes. Car si l'œuvre reste telle qu'elle est, nous, on change. Et j'ai probablement changé en redécouvrant cette séquence qui vous laisse au 36e dessous. C'est le moment où l'on se sent seul. Vous venez d'écouter C'est le moment. Ce podcast est totalement indépendant et autoproduit. Vous pouvez le soutenir via sa page Patreon et le retrouver sur tous les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles dans le texte descriptif de l'épisode. Merci et à suivre.